Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée un peu particulière parce qu'avant d'être derrière ce micro, Charline était d'abord de l'autre côté des écouteurs. Pendant des années, elle a suivi Filles Expat comme beaucoup d'entre vous. Elle écoutait ces femmes qui avaient osé changer de vie, partir à l'étranger, se réinventer, suivre leurs rêves, en se demandant parfois si elle aussi, elle en serait capable un jour. Puis nos chemins se sont croisés. Nous nous sommes rencontrés lors d'un week-end que j'avais organisé à Istanbul en avril 2026. Charline et moi, je peux vous dire qu'on en a fait des kilomètres à travers les rues de cette capitale hors norme. Et pendant qu'on s'émerveillait ensemble à travers les quartiers, Charline m'a raconté son histoire. Une histoire qui m'a profondément marquée. Parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire d'expatriation, c'est une histoire de courage, une histoire de choix, mais aussi une histoire de résilience. Pendant près de 20 ans, Charline a exercé un métier profondément humain en tant qu'assistante sociale. Elle a aussi traversé des épreuves personnelles et professionnelles qui auraient pu la convaincre de rester dans une vie qui ne lui ressemblait plus. Mais au lieu de subir, elle a décidé, à plusieurs reprises, de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Ce que j'aime particulièrement dans son parcours, c'est ce qui nous rappelle qu'il n'y a pas d'âge, pas de parcours parfait et pas de moment idéal pour oser changer de direction. Et j'avoue que cet épisode a une saveur toute particulière pour moi parce que Charline m'a confié que les témoignages entendus sur Filles Expat avaient semé une petite graine. Écouter semaine après semaine des femmes raconter leurs doutes, leurs peurs, leurs réussites et leurs échecs lui a montré qu'une autre vie était peut-être possible. Je ne mesure pas toujours l'impact que le podcast peut avoir sur quelqu'un parce qu'au fond, Filles Expat n'a jamais eu pour vocation de dire aux femmes quoi faire, seulement de leur montrer que d'autres chemins existent. Mais Charline m'a permis de me rendre compte que parfois c'est tout ce dont on a besoin pour commencer à écrire sa nouvelle histoire. Désolée pour cette longue introduction, mais voilà, aujourd'hui je suis ravie de laisser Charline transmettre son étincelle. Charline, tu es la 132e invitée du podcast. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais bien. Est-ce qu'on peut faire une petite coupe ? Oui, ouais, j'ai fait des erreurs. En fait, je ne suis pas assistante sociale. En fait, de métier, je suis à la base, j'étais éducatrice spécialisée et en fait, depuis 15 ans, je suis cadre. Et là, j'étais directrice de structure médico-sociale. Mais j'ai jamais été assistante sociale. Ah, pardon. Bon, écoute, t'as fait la correction. C'est bon, tu viens de le faire. Tu es celle qui peut en parler le mieux, voilà. Donc c'est fait. Merci pour cette précision. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va repartir sur tout ton parcours de vie. Donc, on rentrera un petit peu plus dans les détails. Mais avant, comme tu le sais... Alors, attends, avant de te poser la question signature du podcast, on va quand même dire ton âge et d'où tu nous parles en ce moment. Alors, donc, j'ai 52 ans. Bientôt 53, mais là, je suis quand même sur mes 52 ans. Je suis sur Nantes. Voilà, il fait super beau et j'ai 2 fils, donc qui ont 23 et 20 ans. Et je suis mariée. Voilà, coucou à tout le monde, à tous ces hommes. T'as eu une vie remplie d'hommes. Alors, question signature du podcast, quelle a été pour toi la différence culturelle la plus surprenante que tu as pu expérimenter au cours de ces années et comment as-tu fait pour t'y adapter ? Alors, ce qui m'a marqué au cours des 2 derniers voyages que j'ai faits, donc c'était le Pérou et la Colombie, mais je crois encore plus au Pérou, c'est l'authenticité des personnes. En fait, quand tu entames une relation avec les personnes, même au tout début, en fait, c'est comme si tu faisais partie de leur cercle. Ils ont beaucoup moins de distance que nous. Ils vont très vite à te prendre dans leurs bras, à te dire... je sais pas, moi, par exemple, on me disait « T'es vraiment une belle personne. Oh, je suis contente de t'avoir connue. » Enfin, ils sont beaucoup plus expressifs. En Colombie, il y a un tout petit peu plus de réserve, mais c'est aussi ça, en fait. C'est le caractère authentique qui m'a plu surtout. Et en Colombie, ce qui m'a plu, c'est la musique et les couleurs qu'il y a partout, quoi. En fait, je me suis dit, pourquoi on fait pas ça chez nous ? C'est tellement triste. Nos murs blancs, gris, marron, voilà. Ouais, j'avoue qu'en Colombie, je suis jamais allée au Pérou, mais j'avoue qu'en Colombie, ouais, c'est ce qui m'a marqué. C'est vraiment un pays très solaire.
sur tous ces aspects en fait. J'ai adoré aussi. Mais je trouve intéressant ce que tu partages par rapport à l'authenticité. Est-ce que tu as jamais ressenti que peut-être ils faisaient ça parce qu'ils te voient parce que moi des fois dans certains pays d'Amérique du Sud ou même d'ailleurs dans certains pays d'Asie, je dis toujours j'ai l'impression d'être un peu un portefeuille qui marche, tu vois. Ils te voient y arriver, t'es la touriste, alors tout de suite ils te sautent un peu dessus pour aller viens dépenser ton argent chez moi. Toi t'as pas ressenti ça? En fait, quand je parle là des personnes authentiques que j'ai rencontrées, en fait, il y avait pas d'échange d'argent entre. D'accord. C'était, par exemple, j'ai été hébergée dans une auberge, donc voilà. Et dans cette auberge, il y avait la sœur de la propriétaire. Et avec cette sœur, hein, on a eu un lien plus privilégié. Je sais pas pourquoi. Et en fait, il n'y avait pas d'échange d'argent entre nous. Je suis allée aussi à Titicaca, donc j'étais dans une famille d'accueil. Enfin, une famille d'accueil. Oui, on peut dire famille d'accueil. En tout cas, chez l'habitant. Et en fait, le ressenti que j'ai eu, c'est au moment où je partais. Donc, il avait plus à jouer. Enfin, il aurait pu jouer quelque chose en se disant, on va me donner un billet. Non, c'était passé ce moment. C'était vraiment au moment et en fait, il te serre dans les bras comme si t'étais quelqu'un de cher pour lui et que il était content en fait de t'avoir connu quoi. Donc c'est ça qui. Génial. Et puis l'autre relation que j'ai eue, c'était avec un guide que j'ai eu sur plusieurs jours. Et là, c'est pareil, il attendait pas de moi quelque chose de plus que j'avais déjà payé quoi. Et puis on a partagé plein de moments, quoi, puisqu'on est allé à Titicaca, on est allé au Machu Picchu, il m'a appris énormément lui. Ben écoute, je pense que tu as reçu tout ce que toi t'as donné pendant toute ta carrière, donc c'est chouette à entendre. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire cette précision que oui, Charline voyage seule. Même si elle est mariée, même si elle a des enfants, elle a toujours plaisir à voyager seule et je trouve ça trop chouette. Je voyage aussi avec mon mari, on a voyagé aussi avec mes fils, mais en fait, j'ai commencé au Pérou, je suis partie avec une amie 5 semaines au Pérou, mais sur ces 5 semaines, en fait, je suis partie 3 semaines seule. Et mais j'avoue que j'étais bien flippée. En plus, je ne parle pas un mot d'espagnol, quasiment pas l'anglais. Voilà, moi j'ai fait le choix de allemand première langue et je n'ai pas fait le choix d'aller en Allemagne voyager, donc c'est beaucoup moins exotique pour moi. Maintenant, je pense qu'il y a des beaux coins, mais c'est pas ceux qui me font rêver. Moi, je cherche beaucoup plus les trucs un peu authentiques. Enfin, voilà, tu te mêles à la population. J'ai pas envie de me retrouver avec des Français qui parlent allemand en Allemagne. Attention, si Géraldine elle nous écoute, elle va pas être contente. Non mais Géraldine, tout va bien. Je suis déjà allée en Allemagne. J'étais à Düsseldorf, j'ai fait Köln, j'ai fait voilà, tout va bien. Et j'ai une copine qui a vécu longtemps en Allemagne aussi. Non mais je comprends. Donc voilà, que tu recherches autre chose. J'ai quand même bien flippé. Et en fait, quand je suis revenue, je me suis dit faut que je reparte. Donc j'étais juste revenue. Que je me suis dit bon, où est-ce que je vais aller l'année prochaine? Et donc, j'ai fait le Colombie. Voilà. Je suis tombée sur plusieurs podcasts, dont les tiens, qui parlaient de la Colombie. Bon, ça, c'était après que j'ai pris ma décision d'y aller. Et en fait, j'étais tombée sur un podcast d'un Colombien et dans sa conclusion, il disait « Si vous aimez la joie, la musique et les couleurs, allez au Colombie. » Ouais, c'est tout donc, à fait je me suis dit « Bon, ça, c'est moi. J'y vais. » Ouais. Ben écoute, génial. Et maintenant on va repartir longtemps en arrière. On va reparler de toi. Je sais pas quand est-ce que tu veux remonter. Quand est-ce que tu veux nous parler de quand tu as commencé dans la vie active, le mariage, etc. J'ai commencé, on va dire, j'ai commencé mon parcours, on va dire, en 96. Donc ça fait 30 ans. Où je suis rentrée en école d'éducateur. J'avais fait avant une maîtrise de sociaux. Sur Nantes aussi. Ensuite, j'ai fait ma formation et moi, je voulais travailler avec des publics qui changent un peu des publics qu'on peut voir. Donc, j'ai commencé avec les toxicomanes. Donc ça, j'ai adoré. Et puis, la vie m'a fait devoir partir sur Rennes, donc quitter ce poste à grand regret. Qu'est-ce qui t'a fait? Est-ce que je peux te poser la question de qu'est-ce que tu as adoré dans le fait de travailler avec des toxicomanes? En fait, c'est tous les échanges que j'ai eus avec ces personnes, en fait, qui ont des vies de dingue. Après, faut pas s'imaginer que c'est que des personnes complètement cabossées.
Bon, après, ils sont quand même bien cabossés quand ils deviennent addicts, ça c'est clair, hein, ça les amène dans des parcours. Mais c'est justement en fait tous les parcours de vie qui m'ont été racontés, auxquels j'ai participé même, hein, qui m'a passionnée en fait. J'ai fait des trucs de fou, hein. Je me suis retrouvée des fois dans un appartement avec une prostituée qui voulait que je lui fasse que je fasse bonne impression pour le logement qu'elle venait visiter auprès du propriétaire. Enfin bon, j'ai fait des trucs de... Il n'y a jamais eu des moments où tu as eu un petit peu peur quand même? Non, en fait c'est après, je me suis dit putain, t'es dingue, t'aurais jamais... Parce qu'une fois j'étais allée dans un squat aussi, il y avait un des jeunes que je suivais qui a voulu me montrer leur squat. Donc je suis allée, voilà. Donc c'était un immeuble désaffecté à côté de la gare de Nantes, donc il fallait passer par un trou qui avait été fait dans les parpaings. Et je suis allée comme ça en confiance, qu'en fait j'ai confiance aux personnes que j'accompagnais. Et c'est après, en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, je suis dingue, en fait, je sais pas ce qu'aurait pu... Mais en fait, non, il m'est jamais rien arrivé. Bon, et puis j'étais jeune, peut-être, aussi. On a moins de peur quand on est jeune. Oui, et puis je pense que des fois aussi, on se fait des images de certaines situations où notre cerveau peut... créer des choses et puis en fait elles sont pas du tout réelles, donc je trouve ça bien justement que tu nous en parles. Et donc là tu as été menée à aller à Rennes. Oui, j'avais suivi mon conjoint de l'époque sur Rennes, mais j'ai jamais trouvé, enfin j'ai trouvé un boulot mais qui m'intéressait pas. Bon, après je l'ai fait parce que je peux pas rester non plus inactive, pas que l'histoire financière, hein, mais parce que je peux pas rester non plus à rien faire. Et puis après je crois qu'on est resté 2-3 ans sur Rennes et on est revenu sur Nantes. Et là, j'ai pu, j'ai travaillé avec des personnes sans domicile fixe. Après, j'ai eu mon fils. Après, j'ai travaillé en post-cure psy, avec des adultes de 18 à 30 ans. Donc là, je suis restée assez longtemps. J'ai énormément appris sur la santé mentale et sur l'humanité. On va dire l'humanité localement, mais l'humain, on va dire. Et puis après, je suis partie pour être d'abord chef de service dans 2 établissements. Enfin, il y en a un qui s'ouvrait, donc dans 2 établissements qui accueillaient des ados avec des troubles psychologiques, des difficultés psychologiques. Voilà, donc je suis restée 14 ans parce que j'ai d'abord été chef de service puis adjointe de direction. Donc là, j'ai encore continué à apprendre. J'ai rencontré des super personnes, que ce soit parmi les professionnels, parmi les jeunes et parmi les familles aussi. C'était vraiment... j'ai adoré. Et puis, un jour, je me suis dit... ça faisait 3-4 ans en fait que je cherchais à partir pour un peu changer d'air, quoi, se rebooster. Parce que ça fait quand même... Ça fait quand même pas mal d'années. Et en fait, je ne trouvais pas. Mais quand tu dis tu ne trouvais pas, tu cherchais... En fait, je cherchais à repartir dans le secteur adulte social. Et le souci dans notre secteur, c'est qu'une fois que tu as embrayé dans un domaine, tu peux difficilement rebasculer dans l'autre. Surtout quand tu es une femme. Quand tu es un homme, voilà. Comme il y a moins d'hommes dans le secteur, voilà. Ils sont un peu privilégiés par rapport à nous. Donc du coup, je ne trouvais pas. Il y a eu une restructuration au niveau de l'asso et mon mari donc me disait écoute, quitte, demande une rupture conventionnelle. Je suis non, je peux pas faire ça, j'ai pas de boulot derrière. Et puis il me dit mais tu trouveras, c'est pas grave, reste pas. Et le lendemain, je suis arrivée au travail, je me gare. Et là, je me dis non, je veux pas revenir là en septembre. Donc ça devait être en mai, je crois. Et du coup, j'ai rappelé mon mari, je fais t'es sûr, hein? Il me dit oui. Donc là, il était 8h. Et à midi, je donnais ma demande de rupture conventionnelle, qui a été acceptée aussitôt. Tu dirais que du coup, ça a été ça un petit peu le coup de pouce, c'est le fait de te garer et te dire en fait, je me vois pas continuer à faire ça. Carrément. En fait. Là, je me suis dit, d'un coup, en fait, c'est comme si j'avais eu une boule au ventre. Je me demande d'ailleurs si je l'ai pas eu. Et je me suis dit, non, je ne veux pas revenir en septembre, je ne veux pas continuer. Je veux changer. Voilà. Parce que toi, ça te faisait peur de te retrouver sans travail ou c'est plutôt l'aspect financier qui te faisait un peu flipper à donner ta rupture co? Je dirais les deux, en fait. Sans travail, parce que je ne l'ai jamais été.
Et puis financier, parce que voilà, t'as des enfants, une maison, enfin tu vois, le truc classique quoi. Et donc là, en fait, c'est comme si j'y avais pas pensé quand je me suis dit, bon c'est pas grave, je ferai ce qu'il faut. Enfin, je me suis dit, bon, on trouvera des solutions quoi. Donc voilà, ça c'était mai 2024, je donne ma rupture conventionnelle, je demande ma rupture qui est acceptée. Et en juin, j'ai une copine qui m'appelle et qui me demande ce que je fais au mois de novembre. Et je lui dis, écoute, pour l'instant rien, puisque j'ai demandé une rupture conventionnelle et je compte faire une pause avant de retrouver du boulot parce que j'ai besoin de réfléchir en fait à ce que je veux, là où j'en suis, enfin parce que finalement je me suis toujours beaucoup investie et impliquée dans mes boulots et je regrette pas du tout, mais j'ai toujours été à fond, y compris aussi pour mes enfants, tu vois, en fait, j'avais mon boulot, mes enfants, donc toujours à fond. Et puis là, j'ai eu envie de me dire, là, c'est le moment, en fait, je fais une pause, quoi. Du coup, elle me dit, écoute, viens avec moi au Pérou. Puis je fais, écoute, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Entre-temps, j'ai été appelée par une asso qui a demandé si je voulais bien aller. Ils m'ont proposé 2 postes. J'étais un peu surprise, mais du coup, comme j'avais toujours ce petit stress de pas, à un moment, retrouver du boulot, bon, je suis allée à l'entretien, voilà. Ils m'ont demandé quand je voulais commencer, donc je leur ai dit, parce que normalement, si j'avais repris à l'autre, je devais reprendre fin août, donc là, je leur ai dit, je veux reprendre en septembre. Pour pas faire comme si je faisais ma rentrée habituelle. Et je leur ai dit, par contre, je m'en vais au Pérou 5 semaines. Donc je dis, si ça vous pose souci, je comprends. Je dis, dans ce cas, on arrête l'entretien maintenant, parce que je dis, de toute façon, j'irai au Pérou. Et je dis, si ça vous pose pas de problème, je dis, on continue, mais je vous le dis, je serai pas là de telle date à telle date. Et donc, la personne a fait semblant de réfléchir une demi-seconde, elle a fait, non, c'est bon, c'est ok. Sans savoir si vraiment c'est un problème ou pas. C'est pas grave, je dealerai avec ce problème un peu plus tard. Et donc, voilà. Et c'est là que ça a commencé à germer, je pense, encore plus après, quand je suis allée au Pérou. Et puis, quand je suis revenue, en fait, j'avais qu'une idée, c'était de repartir. Et donc, j'ai commencé. Ouais, parce que finalement, t'as pas pris beaucoup de temps pour toi-même, non, en fait. pas du tout. Juste l'été. Donc là, je vais en prendre un peu, puisque... je viens de donner ma démission du nouveau poste. Donc là, je compte en prendre et puis m'occuper de ma nouvelle activité. Donc, parce que là, du coup, le poste pour lequel tu viens de démissionner et d'arrêter, c'est celui-là que tu avais accepté avant. C'est ça. Ah oui, donc tu t'es quand même laissé du temps. Hein. Ouais. En fait, je pense qu'il a fallu des petits facteurs déclenchants. En fait, donc j'ai accepté ce poste. Bon, après, quand t'es dans un poste de direction, en fait, il te faut du temps en fait pour voir un peu, pour sonder. Donc, j'avais des petites bribes j'avais des petits indicateurs quand je suis arrivée de comment avait l'air de fonctionner l'asso. Voilà, ça me plaisait moyennement. Bon, je me suis dit, attendons, voilà. Après, les équipes, par contre, étaient vraiment chouettes. Et puis, il y a eu plusieurs éléments qui, goutte à goutte, ont fait déborder le vase. Et là, je me suis dit, voilà. Donc, à Noël, je me suis dit, là, c'est le début de la fin. Mais toi, tu as vraiment bien réfléchi quand même, malgré le fait que tu travaillais à temps plein et tu as une vie un peu métro-boulot-dodo, j'ai envie de dire, mais tu as quand même réussi à prendre du temps pour toi, à réfléchir ton projet, parce que tu n'as pas tout quitté du jour au lendemain. Ouais. Je sais que tu as présenté ton projet, etc. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, oui, comment c'est né ? Donc là, j'ai créé mon entreprise, donc ma petite entreprise, qui s'appelle Voyage-moi. Donc en fait, je suis créatrice de voyages sur mesure et puis je vais proposer aussi une activité de buddy traveling, c'est-à-dire que je vais accompagner des personnes qui n'osent pas voyager seules. Donc j'ai choisi les femmes qui n'osent pas voyager seules. Donc de 1 à 3 femmes maximum en même temps. Et donc toi, tu voyageras avec eux, en fait. Je voyagerai avec elles.
Voilà, pour déjà les rassurer sur le voyage et puis aussi si je peux leur montrer qu'en fait c'est possible de leur donner confiance ensuite à le faire seule elle-même. Donc voilà, et puis je compte aussi proposer cet accompagnement à des personnes en situation de handicap mais cognitif ou psychique. Voilà, puisque on leur propose souvent des voyages un peu standards, parfois médicalisés, médicalisés. Bon, quand il y a besoin du médical, ok, mais en tout cas, voilà, très bordés, qui sortent pas en fait des schémas classiques. Et donc moi aussi m'appuyer sur ce que eux ils ont envie de faire et puis les accompagner dans ce qu'ils ont envie de découvrir. Pas un truc plaqué. Mais qui est nécessaire pour certaines personnes, mais il y en a qui veulent vivre autre chose et je veux leur proposer ça. Et dans la création de voyages, en fait, je m'adapte aussi aux envies de toute personne en fait qui a envie d'un voyage et de le construire avec ses propres envies, son propre style de voyage, son budget, ses capacités, ses fragilités, à l'écoute des personnes et je construis avec elles tout de A à Z. Après, je m'adapte si les personnes ont déjà leur billet, je fais entre les deux. Mais en tout cas, je suis là de l'idée jusqu'au retour, puisque j'accompagne aussi pendant le voyage, voilà. Et comme je travaille avec des équipes locales, en fait, il y a toujours une garantie sur place. Les gens ne sont pas laissés à l'abandon. Est-ce que tu es ouvert à tous les pays ou est-ce que tu voudrais te focaliser sur un pays en particulier ? Non, je suis ouvert à tous les pays. Ouais. Pour faire aussi une petite précision, par exemple, moi, tu vois, j'ai aucun souci à voyager seule, mais aujourd'hui, j'ai plus forcément envie de voyager seule parce que même si c'est pas un problème pour moi d'aller manger au restaurant, de faire des randos toute seule, etc. Tu vois, là, justement, c'est pour ça aussi que j'avais organisé ce week-end à Istanbul, c'est que j'avais envie de me retrouver avec d'autres femmes. Et moi, j'ai adoré, justement, on s'est retrouvés qu'à 3. Mais toi et moi, c'est vrai qu'on a passé plus de temps ensemble parce que notre copine Géraldine, elle faisait quand même un peu de télétravail. Et au final, je me suis aperçue que j'ai plus kiffé qu'on se balade ensemble parce qu'en plus, c'est vrai que toi, t'es super flexible, t'es ouverte sur ce que tout le monde veut faire, etc. En plus, on avait un peu des envies similaires. Donc, c'était vraiment facile de voyager avec toi. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça trop chouette et je me dis... Si demain j'ai envie de repartir, je préférerais repartir avec toi que repartir toute seule. Donc, est-ce que tu es ouverte aussi aux personnes qui savent déjà voyager seules, mais qui ont juste envie d'être... C'est voilà, l'idée de ne pas voyager seule, quoi, finalement. Oui, exactement. D'accord. Non, mais je trouve ça petit vraiment groupe, pour que ça reste sympa, parce que les gros groupes, c'est un autre style. C'est un autre style et c'est pas le mien, en fait. Ouais, non, je te rejoins. Moi, je sais que sur Istanbul, j'étais prête à ce qu'on soit à peu près une dizaine. Mais c'est vrai qu'avec du recul, maintenant, je me dis, là, on était 3, c'était bien. 4, ça aurait été peut-être un petit peu mieux, je pense. 4, parce que tu peux avoir des fois des groupes de 2. Mais là, finalement, c'était vraiment chouette. Après, c'est sûr qu'on prend des risques parce qu'on part avec une personne qu'on connaît pas. Ouais. Enfin, on sait pas si on va... Mais du coup, c'est vrai que dans tous les cas, peu importe où on est, si on voit qu'il n'y a pas d'atome crochu, il y a des moments où on peut très bien aller se balader seul, etc. Il faut pas se mettre de pression rapport à ça. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez aucun souci à voyager avec Charline. Elle est pleine d'énergie, elle s'adapte très facilement, t'es très à l'écoute. En fait, ce qui m'a donné cette idée-là, justement, c'est quand j'étais en Colombie, j'ai rencontré une Française. Enfin, j'en ai pas rencontré qu'une, j'ai rencontré pas mal de monde, mais en fait, je me suis retrouvée je crois que ça devait être dans ma deuxième étape à Salento, dans une auberge tenue par Jésus. J'ai rencontré une Française et en fait qui elle se laissait porter par le vent en fait. Elle avait des petites idées de là où elle voulait aller effectivement, mais elle avait fait aucune recherche quoi. C'était moi en Colombie. C'était toi en Colombie qui te laissait porter et puis qui rencontrait des gens qui te disaient tiens, ça serait bien que tu ailles là. Tiens, je vais tester. Voilà. Et elle était la Kelly la Kelly à Salento. Et donc en fait, on s'est retrouvés finalement à avoir à peu près les mêmes étapes à des jours un peu décalés, ce qui fait que moi j'avais
J'avais trouvé des trucs à faire, des visites, des sorties en bateau. Et à chaque fois, je lui disais, tiens, moi je vais faire ça. Puis elle fait, elle dit, ça te dit que ça te dit que j'aille avec toi. Et puis je dis, écoute, si tu veux. Et puis en fait, elle arrivait et j'avais déjà sa réservation, je l'avais faite. Elle arrivait, elle cool. Trop bien. Et en fait, elle se foutait sur le transat. Je lui ai donné son petit billet. On partait. Elle disait, putain, mais c'est... Ça serait exactement moi. Et elle disait, mais c'est trop cool. Et puis elle me disait, mais putain, mais elle dit, t'es la mafia du tourisme, toi. Mais comment t'as eu tous ces plans et tout? Puis je m'écoute. Je dis, je lis. Et puis, en fait, je retiens ce qui m'intéresse. Puis je teste, quoi. Bon, c'est pas, on n'a eu aucune mauvaise surprise. Ça s'est toujours super bien passé. Et c'est elle qui m'avait dit, mais bon sang, Charline, non sois dans le tourisme, mais regarde, t'es à fond, t'adores et tout. Mais moi, dans ma tête, tu vois, j'étais directrice, quoi, de structure médico-sociale. Et en fait, et j'ai jamais, enfin, c'est sûrement que c'est resté, puisque après, quand je suis revenue en France et que je suis rentrée dans mon bureau sans lumière, puisqu'il y a des arbres et des bâtiments en face, je me suis assise, je me suis dit, attends, mais non, je vais pas attendre l'année prochaine pour bouger de là, quoi, en fait. Je vais pas attendre les prochaines vacances. Après, je tombe sur une vidéo d'une formation de créateur de voyage. Donc je fais mes petites recherches pour savoir un peu ce que c'est que ce truc, comment ça se passe, etc. Je postule, voilà, puisque c'était sur entretien. Donc je candidate, je fais mes entretiens, je crois que ça devait être le 26 ou le 27 décembre. Je suis retenue et je commence, et puis là j'adore. Et puis, juste avant les vacances, ma directrice m'avait fait un petit coup qui m'avait fortement déplu, puisqu'elle m'avait oralement validé mes congés. Et juste avant les vacances de Noël, quand je lui ai dit bon, ben cool, je vais pouvoir prendre mes billets d'avion pour Istanbul et la Colombie l'année prochaine, elle m'a regardée, elle me dit, mais prends une assurance annulation parce que je t'ai rien validé. Et là, c'est le coup de la liberté qui prend un coup. Là, je me suis dit, elle m'a coupé les ailes. Et là... Ouais. Et je me suis dit, bah toi, t'aurais jamais dû faire ça. Je ne vais pas rester. Je ne vais pas rester. Et quand je suis revenue après les vacances de Noël, c'était décidé. Je resterai pas. Donc après, par contre, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai consulté un conseiller en évolution professionnelle, j'ai fait mon dossier de reconversion professionnelle, j'ai écouté tout ce qu'il me disait. Donc j'ai fait mon dossier qui a été validé. Donc rappelle-toi, j'ai reçu la réponse quand on était à Istanbul quoi mon projet était réel et sérieux et que je pouvais donc démissionner en prétendant recevoir des droits pour le démarrage de mon activité. Ça m'aidait bien. Et puis coup de théâtre en mai, j'appelle France Travail pour voir un petit peu quand je dois m'inscrire, etc. Puisque j'avais l'intention de donner ma démission. Et donc, elle m'annonce qu'il faut 1300 jours avant la démission et que moi, j'en ai 1298. Et donc, je m'en souviens de cette conversation ridicule. Donc, du coup, tu n'as pas le droit ? J'ai pas droit, mais j'ai quand même donné ma démission parce qu'en fait... Pour 2 jours. Parce qu'en fait, je me voyais pas rester. Parce qu'en fait, il suffisait pas de décaler ma démission de 2 jours. C'est qu'en fait, sur les 5 dernières années, il faut avoir 1300 jours de contrat de travail. Ce qui veut dire en fait avoir aucune rupture. Donc moi dans ma tête j'ai toujours travaillé, donc il n'y avait aucun problème. J'avais oublié le petit décalage quand j'ai changé de poste en 2024 où effectivement il me manque ces 2 jours. Tu te dis pour 2 jours ils n'ont même pas réussi. Et puis là en plus c'est moi qui avais voulu décaler parce que je voulais pas juste symboliquement, je voulais pas embaucher à la même date que j'aurais dû embaucher, sinon c'était la même date la rentrée. Mais je voulais pas, symboliquement, je voulais pas repartir à la rentrée comme dans mon ancien boulot, donc je voulais tranquillement. Et ben tant pis. Donc voilà, je prends effectivement un risque. Donc toute la pression est sur mon mari. Et donc, voilà, c'est nouvelle vie. Voilà, on vient de vendre notre maison pour s'acheter un pied-à-terre en bord de mer, parce qu'on a envie éventuellement de bouger quand mon activité sera... Ah, attends, je crois que mon chien a entendu un bruit.
Bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Et donc, Le chien. c'est ma petite bergère qui me protège. Je pense qu'elle voulait donner son avis sur la maison en bord de plage. Oui, c'est une très bonne idée. Elle va kiffer. Enfin, elle kiffe déjà parce que à chaque fois qu'on y va, c'est une joie. Donc, ouais, voilà. Donc, nouvelle vie depuis. Là, ça y est, j'ai terminé lundi dernier. Et puis, là, pour l'instant, je savoure. Et puis, je vais me remettre au carton au mois d'août. Mais oui, quand j'ai reçu ton message, j'étais trop contente parce que je me souviens de toutes les conversations qu'on a eues en avril et c'est vrai que quand tu as les conversations mais qu'après c'est en train de c'est validé, c'est réel, je me souviens que intérieurement, ouais, ça donne un sentiment de satisfaction énorme, même si en même temps, comme tu dis, tu prends des risques, mais en même temps, dans la vie, si on prend pas de risques, on n'avance pas. Donc, Moi, je me suis dit, ben voilà, j'ai 52 ans. Si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai pas, en fait. Et l'année dernière, j'ai perdu quelqu'un de très proche qui avait juste 52 ans aussi et qui avait jamais fumé, qui buvait pas, voilà. Et je me suis dit, en fait, la vie peut s'arrêter là. Et en fait, il faut vraiment aller à fond, enfin, et s'écouter, en fait. Voilà, s'écouter, surtout s'écouter. C'est triste, mais souvent, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un décès autour de soi pour vraiment avoir ce coup de massue qui nous réveille et qui nous dit mais il faut se bouger là, en fait. Moi, je me suis dit, on n'a pas le droit d'attendre. On n'a pas le droit de se dire je ferai ça quand il y aura ça. Enfin, pour moi, les autres, moi je parle pour moi. Je me dis, j'ai pas le droit de me dire j'attends tel truc pour faire ça. Là, je suis mal dans mon boulot, mais bon, voilà, c'est comme ça. Faut bien avoir un boulot. Je me suis dit, non, en fait, faut vivre maintenant. Faut vivre maintenant. Ouais. Et pas attendre la retraite ou je ne sais quoi. En plus, je sais pas si on aura une retraite, mais bref, en tout cas, ça c'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, je décide qu'aujourd'hui, je m'écoute. Et je fais ce que j'ai envie. Et tu as bien raison. Mais d'ailleurs, j'ai envie quand même de rebondir aussi sur quelque chose. C'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as cette capacité-là parce que tu as une confiance en toi? Est-ce que tu penses que peut-être la vie, à un moment donné, t'a fait perdre confiance en toi? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à la confiance en soi? Parce que peut-être qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui ont ces envies, qui s'en rendent compte, mais ils ont ce petit manque. Oh, il y a plein de choses qui m'ont qui m'ont fait perdre confiance en moi, je dois dire. Déjà, il y a mon premier mariage, que donc je disais mon mari, mais en fait, il y en a eu deux. Donc mon premier mari m'a fait perdre confiance en moi, puisque je ne sais pas comment le qualifier. C'était... On a dit qu'on le qualifie de gros connard. Oui, on peut dire ça. Ouais. Appelons un chat un voilà. chat. Donc scientifiquement, c'est un connard. Et donc, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal bavé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai passé quand même pas mal d'années à être plutôt cassée sur toutes mes envies ou sur. En fait, moi, j'ai toujours aimé la vie, les gens. J'aime faire plein de trucs. Et lui, c'était quelqu'un qui n'aimait rien et qui, en plus, passait son temps à rabaisser tout ce que je pouvais aimer, à me rabaisser aussi, à s'en prendre à moi verbalement, psychologiquement. Donc là, ça a duré quand même pas mal d'années, donc ça laisse forcément des traces. Et il faut du temps, en fait, pour se reconstruire après et retrouver la confiance. Comment t'as fait pour t'en sortir, justement, de cette relation toxique? En fait, quand je disais tout à l'heure que j'avais beaucoup appris lors d'un poste d'éduc en psy, et où je disais que j'avais beaucoup appris sur la santé mentale, mais j'ai aussi beaucoup appris sur la maladie mentale. Voilà. Et en fait, c'est là que il y a eu au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte, parce que je l'avais connu très jeune, j'avais 17 ans, donc j'ai passé 17 ans avec lui, soit à l'époque la moitié de ma vie. Et donc là, il y a eu des bribes où je me suis dit, en fait, non, ça, c'est pas normal. Ah non, mais ça, c'est pas normal, en fait. Ouais, t'as reconnu des signes. Et puis, jusqu'à un moment, en fait, où je me dis que je devrais quand même mériter mieux que ce que j'ai, quoi. Et que je pense que ça doit exister.
Et ça existe, parce que Et tu l'as ça trouvé aujourd'hui. existe, je l'ai trouvé. En fait, c'est lui quand même qui m'a bien aidé à me reconstruire et à me redonner confiance. En fait, euh, non pas que non pas qu'il a été mon coach, mon psychologue. Non, c'est pas ça. En fait, c'est juste dans la vie de tous les jours. En fait, il m'a jamais rabaissé. J'ai jamais senti de doute en lui. Il a toujours été là à chaque truc que j'ai voulu entreprendre, toujours à valoriser en fait tout ce que je pouvais faire et tout ça. Donc au départ, ça surprend en fait. Souvent, je disais bon, attends, n'exagère pas non plus. Attends, calme-toi. Et puis après, tu vois, en fait, quand tu travailles aussi, et puis que tu te rends compte finalement que tu as des retours hyper positifs aussi de tes équipes, tu vois, quand t'es cadre, que là, tu vois, par exemple, ça faisait quoi finalement à peine 2 ans que j'étais sur ce poste et j'ai eu les mêmes réactions à l'annonce de mon départ que là où j'étais depuis 14 ans, ça m'a quand même assez sidérée, parce que je me disais, bon, c'est normal, ça fait 14 ans, bon, il y en a qui ont pleuré, ils m'ont fait un départ de fou, ils avaient fait un film, en fait, où Waouh. c'était génial, je savais pas si je devais pleurer ou rire, parce qu'il y avait les deux, en fait, il y avait de l'humour, et puis il y avait plein de choses touchantes. Et là, quand je suis partie, mais c'est pareil, en fait, j'ai été couverte de cadeaux par toutes mes équipes, même par la direction qui m'a dit que je pouvais revenir quand je voulais. Je me suis dit, je me suis dit, je vais pas trop balancer parce que si alimentairement, à un moment donné, j'ai besoin. Oui, on sait jamais, on sait jamais. Ne jamais fermer de porte. Et donc, j'ai quand même prévenu que si je reviens, ça serait que pour des CDD, parce que je veux pas m'engager sur du long terme. Mais en tout cas, quand tu vois tous les retours que tu as, à un moment donné, là, c'est la première fois que je me suis dit, finalement, je suis fière d'être qui je suis. Et c'est vraiment la première fois que je me dis ça. Oh, c'est chouette. Donc là, forcément, tu es obligé de te dire, si les gens réagissent comme ça autour de toi, pas que ton mari, tes enfants, c'est que tu y es pour quelque chose, quoi, en fait. Et bientôt, j'en suis sûre que ce sera des voyageuses qui te remercieront pour tout ce que tu auras fait pour elles. Mais j'espère bien, ouais. Là, j'ai eu une demande d'accompagnement pour une personne qui veut que je l'accompagne revoir sa famille à Haïti. Waouh. Et je trouvais ça génial, en fait. Ouais. C'est chouette. Donc, on verra si ça se concrétise l'année prochaine. Écoute, moi j'ai hâte de suivre toutes tes aventures prochaines et j'espère qu'on se retrouvera dans un des pays du monde. Oui, carrément. Là, mes premiers voyageurs partent lundi prochain. Un petit road trip en Toscane. Oh, génial. Mais là, tu vas pas, toi? Non, là, c'est dans le cadre de la création d'un voyage, sur mesure. Ah, génial. Tu vas avoir tes premiers retours. Ouais, c'est cool. Et puis après, Colombie. Donc là, je propose aussi... je pars un mois, mais je propose 15 jours d'accompagnement pour des femmes qui auraient envie d'aller en Colombie, mais pas toutes seules. En quelle date? Ce voyage accompagné, il est du 26 octobre au 10 novembre. Super. Voilà, toutes celles qui nous écoutent, s'il y a un petit voyage en Colombie, et je vous le recommande, parce que ça, c'est un des pays, je pense, qui m'a le plus marqué jusqu'à maintenant. Et j'aimerais vraiment y retourner. Toi aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que tu y retournes. Ouais. Donc, c'est vraiment, pour un premier pas de voyage solo, je pense que même s'il a beaucoup peut-être de connotations négatives, etc., je pense que c'est un des pays où je me suis sentie le plus en sécurité, où je me suis sentie le plus à ma place. Et j'ai vraiment pu faire preuve de lâcher prise. Et là, en plus, il y a une personne comme toi en accompagnement, alors là, lâcher prise plus. Donc, si vous avez besoin d'un moment de détente... Ouais, de dépaysement total. Voilà, c'est le moment. Charline, c'est super. Avant que je te pose la petite question finale, signature du podcast, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter ou peut-être dire aux femmes qui nous écoutent par rapport au changement de vie, par rapport à la vie en général? Moi, je dirais qu'en fait, il faut s'écouter, en fait. Et oui, forcément, on a des peurs, mais en fait, une fois qu'on y est, on est obligé de les travailler. Donc, et on a beaucoup plus de capacités qu'on l'imagine. En fait, on se met des freins, et quand on y est, on lâche les freins. Et à quel moment, toi, t'arrivais à t'écouter? Parce que t'es une maman, t'es une femme, tu travailles à temps plein. Quand est-ce que tu prenais le temps de t'écouter? Quand je marche,
Je fais de la marche, je fais beaucoup de marche. Ou alors, quand j'écoute des podcasts, parce que évidemment j'écoute, mais là justement je voudrais apprendre en fait à me centrer sur le moment présent, ce que je n'arrive pas encore à faire, parce que j'ai été, je pense, trop active à un moment donné, donc dans ma tête c'est un peu pareil. Donc là j'ai décidé de me mettre. Mais en fait quand j'écoute des podcasts, forcément à un moment donné je pars sur mes propres réflexions. Le soir avant de me coucher. Je dors avec mes AirPods. Je dors avec des podcasts. Donc, parfois, je m'endors. Je suis, je sais pas, en Nouvelle-Zélande. Et parfois, je me réveille. Je suis en Sibérie. Après, je les écoute dans ma voiture. Puisque Nantes est une ville à bouchons. Ce qui me permet d'écouter pas mal de podcasts. Mais en tout cas, les débuts, c'est le soir, en fait, parce que c'est le seul moment où je me pose. Et du coup, c'est là que je démarre mes écoutes de podcasts et que je les finis dans les bouchons. Bon, top, au moins, tu as réussi à rendre une contrainte quelque chose de bénéfique pour toi. Donc, c'est top. Écoute, maintenant, je vais te poser la question de la fin, signature du podcast. Aujourd'hui, avec du recul, quelle est pour toi la plus grande leçon que tu as appris sur toi-même ? La plus grande leçon, je crois que... J'ai appris que j'étais capable de beaucoup plus que je ne pensais. Et puis, je commence peut-être à reconnaître des qualités que j'ai, finalement. Et la plus grande leçon, c'est que j'ai réussi à oser, en fait. Voilà. Au lieu de rêver depuis X années, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais, en fait, être capable de moi aussi changer de vie d'un coup. En fait, j'y suis, quoi. Là, je suis trop contente. Voilà. Tu vois, t'es pas la première personne que j'interroge et qui se rend compte qu'elle est capable de faire beaucoup plus que ce qu'elle ne pensait. Donc, toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez encore des doutes sur vous-même, je vous invite vraiment à essayer de vous faire confiance. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, des fois, je trouve que c'est super intéressant de peut-être demander à son entourage autour de soi de sélectionner peut-être 3 ou 5 personnes et de leur demander, listez-moi les trois choses que vous reconnaissez chez moi, dont je suis capable. Parce que parfois, c'est inné chez nous, en fait, et on se rend pas compte qu'en fait, non, c'est une compétence ou une connaissance. Donc vraiment, s'aider des personnes autour de nous qui nous veulent du bien, que ce soit nos collègues, etc., nos amis. Des fois, il faut faire attention un petit peu à la famille parce que, comme tu nous l'as prouvé, ils peuvent être toxiques. Donc, vraiment bien sélectionner les personnes. En tout cas, merci beaucoup, Charline, de nous avoir partagé ton témoignage aujourd'hui. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Spotify et Apple Podcast si je continue à vous le répéter à chaque fin d'épisode. Ce n'est pas pour rien, ça aide à rendre le podcast visible parce que les plateformes, elles se disent tiens, après une écoute, si une personne laisse un commentaire, ça veut dire que cet épisode mérite d'être écouté et donc du coup, il va aller le mettre en avant aux personnes qui n'ont pas encore écouté ce podcast. Donc vraiment, je vous en serai très reconnaissante. Et puis, je prends plaisir à lire vos commentaires aussi. Charline prendra plaisir également à lire les commentaires parce que je les repartage tout le temps sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, écoute Charline, je te dis à très bientôt, j'espère, en France, ici ou ailleurs, on verra bien. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt.